tous, bienvenue sur cette vidéo de l'étudiant. On vous accueille aujourd'hui pour parler de Parcoursup, c'est la phase d'inscription, ça a démarré ce jour même. J'accueille pour en discuter Jérôme Teillard. Jérôme Teillard, il travaille au ministère de l'Enseignement supérieur et c'est un peu le monsieur Parcoursup. C'est le chef de mission et le chef de projet de Parcoursup. C'est lui qui connaît la plateforme par cœur et qui a l'habitude de parler avec plein de lycéens et plein de familles pour les éclairer sur le fonctionnement et qui donne ses conseils. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler aujourd'hui de Parcoursup. On va laisser nos spectateurs poser des questions. N'hésitez pas évidemment à aller directement dans le chat poser des questions. Mais le temps que ça se mette en place, moi je vais vous demander une première question. On est le 20 janvier, c'est aujourd'hui qu'a ouvert la plateforme Parcoursup. Je suis un lycéen, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, peut-être moi le premier conseil que je donnerais à chaque lycéen, c'est déjà de commencer à se familiariser avec la plateforme. Peut-être certains l'ont-ils fait depuis le 21 décembre, puisqu'elle était déjà ouverte pour regarder l'offre de formation. Là, on a mis beaucoup de supports, des conseils d'ailleurs, des premiers conseils. On a mis des petites vidéos tuto, comment on s'inscrit, comment on formule des vœux, comment on recherche une formation. Avec ces 3 petites vidéos, je crois que déjà on a l'essentiel des étapes. Et puis, je le dis aussi, c'est toujours temps, parce que c'est ça l'essentiel de cette période, c'est de travailler sur son propre projet. Consulter les offres de formation, examiner, peut-être se poser des questions, peut-être noter ces questions pour pouvoir ensuite au lycée confronter avec son professeur principal, avec des amis, et puis relever les dates des journées portes ouvertes. Je pense que c'est un enjeu très important. Cette visibilité-là, on la donne sur le site Parcoursup. Donc, pas besoin de se précipiter, je crois que c'est le premier conseil qu'on puisse donner. Vous pouvez vous inscrire tranquillement, on va sans doute y revenir. Et puis ensuite, vous faites vos vœux, vous avez le temps, c'est jusqu'au 29 mars. Donc il n'y a rien qui presse aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'enjeu. Je pense que c'est un moment de départ. Chacun peut. Et puis surtout, moi je vous le dis, pour ceux qui auraient cette idée, formuler des vœux dès aujourd'hui ne rapporte rien de plus que formuler les vœux dans 15 jours, dans 3 semaines ou avant le 29 mars. Les formations ne prennent pas en compte cette question-là, donc prenez votre temps. Je pense que c'est un moment de réflexion, ce n'est pas une course, Parcoursup. Il faut pouvoir le gérer dans la durée, il faut le gérer en faisant des vœux qui vous intéressent, et pour savoir ce qui vous intéresse, profitez de cette période-là pour, j'allais dire, vous renseigner, confronter des idées, découvrir. Moi, ma première mission, celle que je conçois, c'est de donner à tous l'occasion d'avoir une vue d'ensemble, et puis donner des petits outils pour confronter sa propre idée avec la réalité, découvrir des formations, comparer des formations. C'est ça aussi la mission que moi je me donne. Donc je pense que quand on est un lycéen, on prend son temps, on s'inscrit, et puis après on formule ses vœux. Voilà, je crois que c'est ça qui est important, pas besoin de se stresser à partir d'aujourd'hui. Donc à ce stade, pas de précipitation. Les candidats, les lycéens, mais c'est les étudiants en réorientation, alors ils vont s'inscrire pour la première fois. Qu'est-ce qu'on découvre une fois qu'on clique sur inscription, qu'on a le dossier ? Est-ce que la plateforme, elle est peut-être un peu austère au début, il y a beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'on découvre et comment on doit la prendre en main dans un premier temps ? Moi, je pense que déjà, il faut rappeler que c'est assez simple pour s'inscrire, parce que pour un lycéen, il faut qu'il récupère son adresse de messagerie la plus consultée, et puis son numéro, ce qu'on appelle l'INE, l'identifiant national élève, qu'on retrouve sur les bulletins, les relevés de notes, qu'on retrouve sur le relevé de notes du baccalauréat, notamment. Et puis si vous ne le trouvez pas, vous le demandez à votre scolarité de lycée, on va vous la fournir. Et à partir de ce moment-là, quand il va rentrer dans la plateforme, il y a un chemin d'inscription qui va d'abord être un chemin des éléments qui le concernent lui-même, qui sont des éléments généraux sur son identité administrative, sur sa situation à lui. Donc il va pouvoir renseigner ces éléments. Il y a une charte du candidat. J'y insiste parce qu'elle vous donne à la fois la liste de vos droits et de vos devoirs. Les droits, c'est le droit à l'information, c'est la transparence, ces éléments-là. Les devoirs, c'est de respecter les délais. Donc, et puis d'y apporter des informations exactes. C'est aussi l'enjeu de cette première phase d'inscription, mais je crois que ça va assez vite. Vous savez, je crois que d'ici ce soir, j'avais déjà 30 000 candidats qui avaient fini l'inscription. Quand j'ai eu un petit peu avant de venir, à midi, il y avait déjà 10 000 vœux. Donc vous voyez, il y a déjà des candidats qui se sentent peut-être à l'aise avec la plateforme, mais je crois que c'est surtout l'indice que c'est relativement simple, et donc que l'on va vous y ferez assez facilement. Puis je le redis, des petites vidéos tuto qu'on a faites spécialement pour vous guider dans ce processus-là, de sorte qu'il n'y ait pas de surprise. Il n'y a aucune surprise dans Parcoursup. Vraiment, vous vous inscrivez tranquillement et vous retrouverez toutes les informations. Et puis, toujours le réflexe,
vous avez un blocage, vous avez un doute, vous avez une incertitude, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a une messagerie contact dans Parcoursup. Vous pouvez la contacter, il y a des professionnels, du rectorat, de l'équipe de Parcoursup qui sont là pour vous répondre. Ne restez pas avec une question en plan ou stressé, posez votre question. Il y a même un numéro vert, des réseaux sociaux qui sont très actifs sur Parcoursup pour apporter des réponses. Donc je pense que vous avez l'ensemble des éléments que nous vous devons et que nous vous apportons. Et puis quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors vous avez parlé tout à l'heure de comparer les formations. Donc Parcoursup se présente, enfin les formations se présentent sur une carte de France, on peut zoomer sur les endroits qui nous intéressent, et puis les formations s'affichent sur un onglet à gauche avec différentes informations dedans. Qu'est-ce qu'on peut lire sur ces onglets et comment interpréter les informations qui sont données pour les formations? Alors, je crois que c'est ça, il y a un moteur de recherche, là aussi une petite vidéo tuto disponible sur le site, la page d'accueil de Parcoursup, sur comment on utilise le moteur de recherche et qui vous décrit chacune de ces fonctionnalités. Donc, pas besoin de prendre de notes, vous les retrouverez ce que je vais vous dire. Premier élément, vous retrouvez les formations avec des informations sur leur capacité d'accueil, des informations sur ce qu'on appelle le taux d'accès, c'est-à-dire est-ce que c'est une formation très demandée ou une formation qui était peu demandée. Ça, vous allez pouvoir vous en rendre compte en les regardant. Vous avez une distribution de public qui est présente dans cette formation par origine de baccalauréat, bac général, bac professionnel, bac technologique. Et puis, il y a une rubrique qui est intéressante, je pense pour vous aider à découvrir des formations. Ça s'appelle les formations similaires. L'objectif de cette petite rubrique, alors ils sont classés par ordre de similarité, plus il y a de petits points noirs et plus ça veut dire que c'est similaire, c'est finalement vous convaincre que par rapport à un projet professionnel, une finalité, eh bien il y a parfois plusieurs types de formations qui peuvent y répondre. Et je pense que c'est intéressant quand on ne sait pas exactement ce qu'on souhaite faire, on a plus un projet d'avenir, mais sans forcément qu'on sache matérialiser, eh bien en recoupant ces différentes informations, je pense que progressivement, on arrive à s'y retrouver. Peut-être aussi, si je peux compléter, parce que je pense que c'est important, pour rassurer tout le monde, c'est que les fiches de formation sur Parcoursup sont homogènes. Elles sont toutes établies de la même manière, avec le même ordre, la même chronologie finalement des informations. Pour renforcer la lisibilité. Exactement. C'est justement pour pouvoir comparer. C'est-à-dire que vous n'avez pas des informations rédigées dans une modalité dans un côté, et puis de l'autre côté c'est totalement différent et vous vous y perdez au fur et à mesure. Vous avez des éléments stables, homogènes, toujours organisés de la même manière. Et je crois qu'ils vous donnent les points importants, qui vous donnent aussi, parce que je crois que c'est toujours une attente des lycéens, c'est il y a un contact d'un responsable pédagogique, un contact d'un responsable administratif, le contact d'un référent handicap pour des étudiants qui auraient besoin d'avoir ce soutien-là et cette interrogation-là. Donc voilà, c'est une fiche de formation qu'on a construite, je le dis aussi pour chaque lycéen, avec vos prédécesseurs, ceux qui ont été sur le site depuis 4 ans, et progressivement on l'a améliorée, parce que certains nous disaient « Ah bah cette information, je l'ai mal comprise, on a essayé de modifier ». C'est un travail d'itération permanente pour améliorer la D'ailleurs, fonctionnalité le nombre du site. de places accessibles dans une formation est renseigné cette année sur Parcoursup. Absolument. C'est la première fois, je crois. Non, chaque année. En fait, elle apparaît au 20 janvier, elle n'apparaît pas au mois de décembre. Donc, c'est à partir du 20 janvier que nous affichons les capacités d'accueil. On vous donne, par contre, sur le site, des fois, la capacité qu'il y avait de l'année précédente. Et donc, le rang du dernier inscrit, du dernier appelé l'année précédente, donc c'est aussi pour voir la longueur de la liste d'attente, ça. Oui, voilà. Mais ça sera plutôt un indicateur qu'on va avoir au moment où on a les listes d'attente. Là, à travers le taux d'accès, on vous permet de voir, finalement, quel est le degré de tension. Sur 100 candidats, combien ont été pris, combien ont été admis. Et je crois que c'est une variable assez simple, mais qui permet de se donner un ordre d'idée. Est-ce que cette formation est très demandée? Est-ce qu'une formation ne l'est pas? Et alors, vous avez juste parlé à un moment des formations similaires. Est-ce que c'est un message qu'on peut faire passer, ça aussi, le fait que finalement, une formation, c'est pas ce qu'on va faire pour toute sa vie. Aujourd'hui, Parcoursup, c'est un premier choix d'orientation. Mais après, on peut changer. Si on se trompe, on peut changer dès l'année prochaine. Je pense que, alors, je sais que ce message n'est pas forcément facile à entendre quand on a 18 ans, parce qu'on est persuadé que ce choix-là, il est son choix fondamental. Évidemment, vous ferez d'autres choix dans votre vie, et tant mieux, et c'est bien. Après, je comprends qu'on a envie déjà de bien s'orienter. Je pense que c'est l'enjeu du moment, mais il faut aussi savoir, voilà, on peut à la fois se réorienter, et je pense que il faut en finir, la réorientation était synonyme d'échec, parfois non, il faut l'interpréter positivement, c'est une réflexion peut-être plus mûrie sur son propre projet, et donc on a le droit de se réorienter sur Parcoursup. Et puis dans le reste de la vie, il y a aussi des dispositifs qui vous permettent de
revenir en formation, de changer de voie. Je crois qu'il faut toujours l'avoir en tête. Ça permet peut-être un peu de déstresser la manière dont on appréhende cette évolution du lycée vers l'enseignement supérieur. Alors, on a des questions. Il y a une question notamment de AOL qui demande mon BTS en alternance n'est pas sur Parcoursup. Comment faire Je profite, j'élargis un peu la question. Aujourd'hui, ça dit qu'il y a à peu près 17 000 formations. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver? Oui. Est-ce que toutes les formations sont là? Et du coup, la formation d'AOL, est-ce qu'il va finir par l'avoir? Il y a des formations en apprentissage qui sont en train de se créer sur Parcoursup. Autant pour les formations sous statut étudiant, on a, j'allais dire, l'ensemble des formations sont présentes sur la plateforme dès aujourd'hui. Pour les formations en apprentissage, le rythme d'intégration est un peu différent. Et puis je rappelle qu'en apprentissage, peut-être pour répondre précisément, alors que pour les vœux sous statut étudiant, on est limité au 29 mars, on peut faire des vœux en apprentissage tout au long de la procédure. Donc c'est aussi pour ça, il y a un autre rythme. Je crois qu'il faut regarder, attendre, prendre son temps. Les vœux, pour répondre directement à la question, c'est d'ici le 29 mars. Donc voilà, profitez du fait, repérez, revenez dans quelques jours si jamais il y a une formation que vous ne trouvez pas. Si elle a les qualités pour rentrer sur Parcoursup, elle y sera. Après, il peut y avoir certaines formations, je n'ai pas les cas de figure très précis en tête comme ça, mais il y a certaines formations qui ne peuvent pas rentrer sur Parcoursup parce que leur diplôme n'est pas contrôlé par l'État, parce qu'ils n'ont pas une référence de qualité, je pense, en apprentissage. Il y a aujourd'hui une exigence d'avoir un référentiel qualité, qui est une garantie pour chacun des étudiants qui va se présenter sur la plateforme. Et sur la plateforme, nous n'affichons pas de formations qui ne remplissent pas ces critères de qualité. Alors, on va rester pour l'instant juste sur l'inscription, on va passer un petit peu après à la formulation des vœux. On a une question de Salomé qui demande, alors je pense que c'est son cas, un élève n'a pas pu faire ses vœux l'an dernier, mais n'a pas été scolarisé pour autant cette année, est-ce qu'il peut s'inscrire? Et dans ces cas-là, c'est quoi? C'est statut réorientation ou c'est statut professionnel? Oui, c'est un statut de réorientation. Disons que le seul statut qui est vraiment défini, c'est celui de lycéen. Ensuite, que vous soyez dans une réorientation, une reprise d'études, finalement, c'est un petit peu le même cheminement. Vous avez déjà le baccalauréat. C'est ça qui fait la différence. Vous avez déjà le titre du baccalauréat et ensuite vous vous inscrivez dans un projet de réorientation, de reprise d'études, parfois pour ceux qui n'ont pas été scolarisés au moment où ils s'inscrivent. Et finalement, la procédure sera de la même manière pour vous. La seule différence, c'est que pour les lycéens, il y aura une fiche à venir. Pour des étudiants en réorientation, pour des personnes en reprise d'études, il y a une fiche de suivi qu'on appelle dans Parcoursup qui vous permet d'inscrire, d'exprimer, de valoriser le projet d'orientation, de réorientation que vous avez. Alors ça introduit la question justement de Mamadou Mba qui demande si on a eu des mauvaises notes dans sa première année d'études, est-ce que c'est compté négativement dans le dossier de Parcoursup? Ou alors est-ce qu'on peut justement faire valoir le fait qu'on a mûrement réfléchi son projet pendant cette année d'études et qu'on peut faire valoir ses notes de lycée par exemple? Mais de toute façon, les notes du baccalauréat seront prises en compte. Oui, mais les notes de la première année d'études de l'enseignement supérieur. Si vous avez des notes, il faut le dire par rapport à votre projet. Mais encore une fois, tout dépend de ce que vous faites et ce que vous voulez faire. On comprendra peut-être sans doute bien que quand vous êtes parti en mathématiques et puis que vous avez fait un projet de réorientation dans un autre domaine, ces éléments-là ne sont pas pris en compte. Et peut-être j'invite aussi le candidat à regarder ce que va prendre en compte les critères qui sont affichés sur Parcoursup, critères généraux d'examen pour chacune. Il y a aussi les éléments de contenu de notes. Et évidemment que dans une formation, peut-être que ce que vous avez fait auparavant n'a pas d'importance au sens que certaines des notes que vous aviez eues, qui n'étaient pas votre projet pertinent, il ne va pas avoir de sens par rapport à l'examen des vœux qui va être fait sur l'autre formation, celle qui vous intéresse désormais. Très bien. Alors, on va pouvoir passer, on a compris, la première étape, c'est l'information, c'est chercher les choses, comparer les formations, trouver aussi ce que les formations demandent dans les dossiers. Après, on va formuler des vœux et il y a un concept un petit peu bizarre, c'est le vœu multiple. Donc, faire des vœux et des sous-vœux. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un vœu multiple? Ouais, je vais essayer de donner des exemples très concrets parce que je crois que c'est comme ça qu'on s'y retrouve. Alors, sur Parcoursup, il y a une règle d'or, vous avez jusqu'à 10 vœux. Et puis les formations sont très différentes les unes des autres et parfois ont des organisations qui nous amènent à développer ce concept de vœux multiples qui vous permet finalement d'augmenter vos opportunités de rentrer dans des formations. Alors, je vais prendre 3 cas de figure et qui sont chacun différents. Vous êtes intéressé par des formations à l'université, des licences. Il y a très peu de regroupements dans les licences. Vous voulez faire par exemple une licence de philosophie, vous allez 3 universités, ça vous fera 3 vœux. Par contre, vous êtes intéressé par un BTS informatique, c'est une spécialité, et en même temps, vous avez vu aussi qu'il y a un but
d'informatique, un bachelor universitaire informatique. Le contenu des enseignements est un peu différent, mais c'est finalement le même domaine qui vous intéresse. Vous voulez faire un vœu sur le BTS, BTS informatique, ça vous fait un vœu, et ensuite vous verrez automatiquement tous les lycées de France qui proposent ce diplôme-là. Et vous pourrez cocher jusqu'à 10 lycées différents dans votre liste. Mais on a dit que vous étiez aussi intéressé par le but informatique. Là, même chose. But informatique, un vœu, et ensuite vous choisissez. Prenons le cas d'une hypothèse théorique. Stéphanie est intéressée par ces deux voies. Elle fait 5 BTS qu'elle choisit, elle choisit 3 IUT différents. Eh bien, au total, ça lui fait 2 vœux qu'elle a utilisés, et puis elle a utilisé jusqu'à 8 sous-vœux. On voit bien qu'elle est toujours dans sa limite 2 vœux sur les 10, et en même temps qu'elle a déjà consommé 8 sous-vœux. Au total, on voit bien que ce dispositif-là, si elle avait cumulé les sous-vœux comme des vœux, ben, elle serait déjà à sa limite. Ouais. Là, précisément, elle n'est pas encore dans sa limite, elle a le droit à 8 vœux supplémentaires. Donc je crois que c'est ça, ce dispositif. Alors, si ça vous paraît un peu complexe, je pense qu'il faut se rassurer. Là aussi, il y a une petite vidéo sur Parcoursup qui explique vœux, sous-vœux, la manière dont on les produit. 2, lorsqu'il y a des limitations du nombre de sous-vœux tel que j'ai pu l'exprimer là, il y a un compteur sur Parcoursup qui vous permet de savoir à quel moment, là où vous en êtes, qui vous permet de ne pas dépasser la limite. C'est-à-dire qu'un candidat qui remplit des vœux sur Parcoursup, Oui. il est accompagné par Exactement. l'ordinateur qui lui dit quand il en fait trop. Oui, absolument, qui l'empêchera d'en faire trop. Oui, Et puis, deuxième cas de figure, vous dites, oui, mais je comprends bien ce qu'il me dit, mais moi, je ne vais jamais savoir si je suis dans un vœu, dans un groupement, ou dans un vœu multiple ou pas vœu multiple. C'est Parcoursup qui va vous le dire. Parce que si je reprends l'exemple du BTS d'informatique, mettons, il y a toujours un lycée Descartes quelque part. Ouais. C'est dans le lycée Descartes que vous avez choisi de faire ce BTS informatique. Eh bien, dans ce lycée-là, au moment où vous allez faire un vœu sur ce lycée Descartes, Parcoursup va vous proposer automatiquement toute la liste des lycées de France. Donc vous comprenez que vous êtes dans un vœu multiple. Et puis, dernière situation, c'est le cas des vœux multiples sur lequel le nombre de sous-vœux n'est pas limité. C'est le cas des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des instituts de formation en soins infirmiers, une formation très demandée par les lycéens. Je vais essayer là aussi de donner 3 exemples qui permettent de concrétiser ce que je dis. École de commerce, vous avez par exemple le concours Sésame. Le concours Sésame, c'est un vœu, et ensuite vous choisissez les écoles qui sont rattachées à ce concours. Ce sont des sous-vœux. On n'est pas obligé de mettre toutes les écoles, seulement celles Non, on n'est jamais obligé de mettre toutes les écoles. Je pense que la meilleure stratégie sur Parcoursup, c'est de faire les vœux pour les projets qui vous intéressent. Vous intéressent d'un point de vue thématique, c'est important, mais aussi d'un point de vue géographique. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des échanges avec parfois des candidats qui étaient déçus parce qu'ils recevaient une proposition sur un vœu qu'ils avaient fait et qui était dans une ville à 600 km et en fait, ils n'envisageaient pas du tout de déménager. Bon, ben, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Alors peut-être qu'au moment où ils ont fait le vœu, ils ne le savaient pas, et auquel cas il n'y a aucun problème. Peut-être qu'ils le savaient déjà, mais qu'ils ont juste fait un vœu en se disant j'aurai une proposition. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon raisonnement, parce que vous faites des vœux sur des lieux où vous ne souhaitez pas aller, ce n'est pas utile pour personne. Donc je reprends ce cas de figure, un concours d'école de commerce, des écoles rattachées, un vœu, plusieurs sous-vœux. Une école d'ingénieur, c'est pareil, je prends un exemple, les INSA, un concours très connu, il y en a 8, vous pouvez choisir de 1 à 8 dans les sous-vœux, mais vous ne faites qu'un seul vœu sur le concours. Et puis, je donne l'exemple des instituts de formation infirmiers qui est très connu et très demandé par les lycéens. Ce sont des groupements territoriaux. Dans votre région, autour d'une université, il peut y avoir un groupement avec plusieurs écoles, plusieurs instituts de formation. Vous faites un vœu sur le regroupement et ensuite vous choisissez les écoles, celles qui vous intéressent, vous les cochez. Donc, au total, c'est difficile de dire. Disons que la moyenne, si je prends la moyenne des vœux l'an dernier, elle était de 12. Donc vous voyez qu'on est au-dessus de 10, mais ce n'est pas anormal compte tenu de ce qu'on vient de se dire sur les vœux multiples. Et puis encore une fois, pas d'inquiétude. C'est plus compliqué de manière théorique que quand vous êtes sur la plateforme, où en fait les choses vous sont amenées assez naturellement et assez facilement pour vous permettre de comprendre. Alors juste, on a une question, c'est toujours sur le public qui peut s'inscrire. C'est une question d'une jeune fille qui est en terminale en Italie. Alors je ne sais pas si elle est dans un lycée français ou pas, mais est-ce que les étrangers peuvent s'inscrire sur Parcoursup? Et est-ce que ceux qui sont dans un lycée français de l'étranger peuvent s'inscrire aussi sur Parcoursup? Bien sûr. Alors, la situation, les étrangers, il y a plusieurs situations différentes selon qu'on est de l'Union européenne, selon qu'on est en dehors de l'Union européenne, selon qu'on est dans un lycée français ou peu importe d'ailleurs le territoire. La règle de base, peut-être pour simplifier,
Quand on est dans un lycée français et qu'on passe un bac français, on candidate toujours sur Parcoursup. Quand on est un candidat étranger, alors je vais sortir de l'Union européenne, quand on est hors Union européenne, on passe, vous ne pouvez faire des vœux sur Parcoursup que sur les formations sélectives. Pour les formations de licence, c'est une autre procédure, ce qui s'appelle la DAP, qui passe par études en France et qui examine votre dossier. D'ailleurs, le calendrier de la DAP est avancé par rapport à celui de Parcoursup. Troisième situation, je ne sais pas si c'était celle de cette jeune fille, vous êtes en Italie, vous passez un bac italien, vous pouvez candidater sur Parcoursup puisque vous êtes dans l'Union européenne et qu'on considère que l'ensemble des étudiants sont dans la même situation. Et Parcoursup permet de candidater à des formations en France. Maintenant, j'ai vu quand j'ai regardé la carte tout à l'heure qu'il y avait aussi des petits ronds qui étaient sur l'Angleterre. Il y a quelques petits ronds, c'est plutôt rare, c'est souvent des doubles diplômes qui associent une école française et puis une école internationale. Je sais qu'il y en a à Berlin, il y en a à Londres, il y en a à Madrid. Il y a quelques écoles, je crois, qui sont portées, je n'ai plus en tête les réseaux, mais qui sont au Maroc. Mais ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, d'une manière générale. Je crois qu'on a déjà l'offre de formation située sur le territoire en France, outre-mer compris, hein, bien sûr, et c'est déjà beaucoup. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de stratégie dans les vœux. Vous avez dit la meilleure stratégie, finalement, c'est de faire ce qui nous plaît. Oui. Nous, on a souvent la question à l'étudiant, évidemment, quelle stratégie adopter pour faire des vœux? Alors, en deux questions. D'une part, est-ce qu'il y a des vœux qui comptent plus que d'autres? Et d'autre part, est-ce que ça vaut le coup de les faire le plus vite possible? Ou alors, c'est que tout le monde a la même enseigne? Alors, je vais faire tomber les rumeurs déjà, et puis les fausses bonnes idées. Les faire les plus vite possible, il n'y a aucun intérêt. Les formations n'examineront les candidatures qu'à partir du mois d'avril. Donc, de toute façon, ça n'a pas de sens de se précipiter. Elles reçoivent tout en même temps. Mais oui, il faut faire les vœux avant le 29 mars. C'est ça l'enjeu pour tout le monde à partir d'aujourd'hui. Donc, j'ai dit tout à l'heure, ne vous précipitez pas. Je dis aussi, n'attendez pas le dernier moment. Et je dis ça d'expérience. Vous savez, il y a à peu près sans doute 70% des candidats qui vont faire leurs vœux dans les 4 derniers jours, si ce n'est dans les 3 derniers jours. Donc, j'allais dire, je vous connais. Mais je crois que voilà, il faut essayer de prendre son temps. Les stratégies, alors, moi vraiment, celle qui me paraît le plus importante, la stratégie, elle est guidée par la réussite. C'est ça l'enjeu finalement. L'enjeu n'est pas de réussir Parcoursup, l'enjeu est de réussir ses études supérieures. C'est ça finalement la vraie question à se poser. C'est pour ça que la motivation est importante, parce qu'on sait que cette motivation, elle va être un moteur de cette réussite. Deuxième élément, il y a peut-être quelques points de réflexe à avoir en tête en permanence. Un, surtout, éviter de faire qu'un seul vœu. Chaque année, on a des élèves qui font qu'un seul vœu. C'est une prise de risque très forte, parce que ça veut dire que vous avez mis tous vos œufs dans le même panier, comme en utilisant une expression populaire. Et c'est rarement de bons conseils de faire cela. Je le dis aussi pour les lycéens, sur Parcoursup, on identifie les situations de candidats qui n'ont pas fait de vœu, de candidats qui n'ont fait qu'un vœu, et un peu avant le 20 du 29 mars, on communiquera avec les professeurs principaux pour leur signaler, et en disant, dans votre classe, tant d'élèves n'ont pas fait de vœux, tant d'élèves n'ont fait qu'un seul vœu, de manière à éviter les risques, précisément. Chacun fait ce qu'il veut. C'est vous qui êtes acteur de votre dossier, ça n'est pas moi, mais on essaye de donner des petits signaux d'alarme qui vont permettre quand même de se poser les bonnes questions au bon moment. Par exemple, ça vaut le coup si on a fait une liste de formation, un vœu ou 4 vœux sélectifs, mais c'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc le risque de ne pas y aller finalement est assez fort. Ça vaut le coup de mettre une licence non sélective dedans pour l'année prochaine, quand on y refusait quand même avoir un projet. Ce que j'encourage, moi, c'est à diversifier ces vœux. Diversifier, ça peut être d'un point de vue thématique, et puis ça peut être d'un point de vue géographique aussi. Mais je reprends cet exemple parce que je crois que moi je le trouve intéressant. Je reprends l'exemple de l'informatique. Ouais. Vous pouvez très bien trouver une licence d'informatique, un but d'informatique, un BTS d'informatique. Ce sont 3 manières d'appréhender cet environnement-là avec des enseignements différents. Peut-être certains correspondent plus à la manière dont vous pensez poursuivre vos études ou pas. Mais en tout cas, ça vous fait la possibilité d'avoir aussi une licence, mais dans un champ qui reste celui qui vous intéresse. Deuxième exemple, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de lycéens qui sont intéressés par les études de santé. Vous pouvez très bien faire des vœux dans votre académie sur les formations qui vous intéressent en santé, vous serez prioritaire, peut-être qu'on y reviendra, mais vous pouvez aussi regarder comment l'ensemble de l'offre de formation se répartit sur le territoire, peut-être identifier des territoires dans lesquels une demande est moins forte, et parce que ça peut vous intéresser. Vous avez votre oncle qui habite à côté, vous avez votre grand-mère, vous avez envie vous-même de faire une mobilité
Parce que vous dire, ben voilà, c'est l'autonomie, je quitte le lycée, j'ai aussi envie de quitter le territoire où j'habite. Voilà, la diversification, elle se fait à plusieurs niveaux. Il faut l'appréhender comme ça. Ok. Alors, on parlait des quotas justement. Enfin, vous parliez de la mobilité. Pardon. Je vous en prie, on va reprendre la question justement sur les quotas. Euh, Parcoursup, finalement, au bout d'un moment, on va favoriser quelques profils. Est-ce que vous juste pouvez nous expliquer quels profils ressortent quand la liste est définie, quand elle est terminée? Quels élèves repassent devant ou on voit leur profil remonter par rapport aux quotas qui sont appliqués? La seule chose qui se fait sur Parcoursup, c'est les lycéens boursiers. Les lycéens boursiers sont priorisés pour certaines formations parce qu'on considère que, j'allais dire, il faut les accompagner pour qu'ils puissent y accéder à la totalité des formations. La deuxième chose, elle est un peu différente, c'est les places qu'on priorise pour des lycéens professionnels sur des places dans des BTS. De la même manière, des lycéens technologiques dans des BUT, parce que ce sont là où ils réussissent le mieux. Oui, j'en profite pour annoncer, on a parlé un petit peu des études de santé. On fera, Pauline Buteau, ma collègue, fera un live études de santé le 2 février, justement pour bien comprendre les licences PASS-là, parce qu'il y a eu une réforme assez récemment sur les licences de santé qui sont passées des PASSES au PASS-ELAS avec un fonctionnement qui est différent. On repassera tout ça en boucle sur l'étudiant, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site et sur les salons. Si vous allez sur les salons, vous aurez des magazines gratuits qui sont distribués sur Parcoursup, mais aussi sur l'alternance, sur les études de santé et sur tout un tas de sujets. Alors pour en revenir justement aux procédures de Parcoursup, qu'est-ce que contient le dossier d'un candidat? Aujourd'hui, là, il va trouver, lui, des notes qui sont déjà renseignées, il va trouver des choses que le lycée intègre, il va intégrer d'autres choses, mais finalement, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui contient? Exactement, je pense que le dossier d'un candidat est assez riche. Il y a à la fois des éléments qui sont personnels au candidat, qui vont être lui-même, qui va en être l'auteur. Le projet de formation motivé, la lettre de motivation. Cette lettre de motivation, elle est différente pour chaque vœu. L'objectif, c'est bien de montrer qu'est-ce qui m'intéresse dans cette formation, qu'est-ce qui, dans mon parcours, me conduit vers cet environnement professionnel, me conduit à privilégier cette formation. Il y a une autre rubrique qui s'appelle Activité centre d'intérêt, que vous choisissez ou non de remplir. C'est vous qui en êtes à la manœuvre, mais elle peut exprimer des éléments qui vous sont personnels et qui sont utiles par rapport à votre projet. Je vais donner des exemples. Pardon. Vous avez appris une langue maternelle dans votre famille, pas au lycée, vous pouvez le signaler. Vous avez aussi dans le dossier ce qu'on appelle la fiche à venir, qui va reprendre des éléments d'appréciation, il y a des éléments de notes, mais il y a des éléments d'appréciation de vos professeurs et puis de votre proviseur sur votre capacité à réussir. Là aussi, une appréciation vœu par vœu, ce qui est normal, puisque si vous choisissez des vœux très différents, votre proviseur peut considérer que votre capacité à réussir, elle est différente d'un vœu à l'autre. Et puis, il y a des éléments qui sont des notes, à la fois les notes de première, et puis les notes de terminale, et je pense que les lycéens le savent aujourd'hui parce que c'est dans l'environnement public. Nous avons prévu cette année d'intégrer les notes des enseignements de spécialité si les épreuves ont lieu du 14 au 16 mars. Ça ne sera évidemment pas le cas si les épreuves se déroulent à un autre moment. Oui, il y aura les moyennes, il y aura les notes des bulletins de toute scolaires. Façon, il y aura les notes des enseignements de spécialité telles que vous les avez eues dans le contrôle continu. Ouais. Alors justement, il y a une question qui revient quand même assez souvent, sur quelque chose qu'on n'a peut-être pas été assez clair. Les étudiants en réorientation, oui. Est-ce que leurs notes du lycée sont intégrées dans les dossiers ou seulement les notes du bac? Les notes du baccalauréat. Uniquement. Les notes du baccalauréat. Après, je vais dire, là aussi, il y a des différences tellement importantes. Quand vous êtes un étudiant de réorientation de première année, on retrouve, si vous avez la même adresse de messagerie, on va retrouver votre dossier que vous aviez fait l'an dernier. Ah oui, donc tout est automatique. Il y aura les notes. Si vous êtes un étudiant en réorientation, c'est après 3 années finalement que vous revenez, on ne retrouvera pas tous ces éléments. Je crois que Parcoursup s'adapte aussi à votre parcours. Alors, okay, donc, désolé. Il n'y a pas de problème. Ça, c'était pour les notes. Il y a aussi une autre question qui est revenue sur le chat assez souvent. Donc, peut-être refaire un point, parce que même si ça a été bien dit, peut-être qu'aussi tout le monde n'a pas vu la vidéo au départ. Oui. La question, c'est le vœu et le sous-vœu. Quelle différence entre un vœu et un sous-vœu? Alors, le vœu, c'est une formation. Licence d'anglais, c'est un vœu. Le sous-vœu, c'est un établissement sur un type de formation.
Vous êtes intéressé par le BTS, Management International, Commerce International. Le vœu, c'est le diplôme, et l'établissement, c'est un sous-vœu. Et ça, donc ça fonctionne pour les BTS, les BUT, les classes prépa, les concours d'entrée aux grandes écoles, pas les licences du coup. Non, parce que les licences, c'est très rare lorsqu'il y a des groupements. Ça doit arriver ici ou là en France, mais je crois que c'est très très rare. Alors on a parlé aussi un petit peu du dossier, donc vous avez parlé des notes. Il y aura aussi les appréciations des professeurs. Alors les classes prépa, je crois, adorent lire les appréciations parce qu'ils se font comme ça une idée de l'élève. Bien sûr. Et je crois que nous invitons, nous, les professeurs, au moment des appréciations. Ça peut être à la fois appréciation du premier et du deuxième trimestre, j'allais dire mis l'une au bout à bout, mais on a beaucoup de professeurs qui font une appréciation circonstanciée, globale en quelque sorte, sur le parcours. Les proviseurs de CPGE sont aussi intéressés par l'appréciation du proviseur lui-même, parce que c'est une appréciation qui est à la fois manuscrite et puis qui va permettre, à l'issue du conseil de classe, finalement, d'exprimer une orientation, un message de la part du lycée vers la formation d'enseignement supérieur sur cette capacité à réussir, sur cette cohérence du projet. Et je crois que c'est ça qui était intéressant, c'est d'avoir Parcoursup, ça n'est que le petit pont japonais entre le lycée et l'enseignement supérieur. Et donc, chacun des deux, finalement, à la fois le lycée donne son appréciation et puis les formations du supérieur apprécient et examinent les dossiers. Alors, une dernière question technique sur le dossier. C'est Karine qui demande, c'est une question qui revient aussi d'une manière générale sur l'aide de motivation. Est-ce qu'il faut en faire une différente pour chaque vœu? Déjà, est-ce que c'est obligatoire d'en faire une pour chaque vœu? Est-ce que ça vaut le coup d'en faire une différente à chaque fois? Oui, c'est... dès lors qu'on a des vœux qui sont différents, il faut faire des lettres de motivation. Alors je rassure peut-être cette candidate, future candidate, c'est 1500 caractères. Donc ça fait les 3 gros paragraphes. Ouais, ça va vite, ouais. Donc je crois que ça va assez vite, vous l'avez dit. Et l'essentiel, il n'est pas de faire une dissertation théorique sur le thème. L'essentiel, il est de dire pourquoi cette formation m'intéresse. Finalement, si vous êtes vraiment intéressé, ça va vous venir naturellement. Et puis, vous pouvez être aidé. Je pense que c'est ça qui est important. Vous n'êtes pas tout seul. Dans votre dossier, vous aurez une petite fiche récap qui vous donne les grandes lignes pour faire un bon projet de formation motivé. Nous avons prévu une petite vidéo qui permet là aussi avec des professionnels qui interviennent, qui donnent des petites clés de lecture. Et puis, pourquoi elles sont différentes? C'est ça, parce que votre motivation, elle est différente. Si vous faites un vœu formation en soins infirmiers et puis un vœu en classe préparatoire scientifique, tout le monde comprendra que ce n'est pas la même motivation. Et je crois qu'aussi, il faut le dire, parce que je ne voudrais pas non plus que les lycéens se disent « Oui, mais moi j'ai entendu que les formations du SUP, elles ne lisaient pas. » Alors je pense qu'il n'y a pas de généralisation, il n'y a pas tout le monde qui lit, il n'y a pas tout le monde qui ne lit pas. Je crois qu'il faut sortir de ce schéma-là. Il y a des formations pour lesquelles cette motivation, elle est fondamentale. Je redonne cet exemple, parce que vraiment, les formations en soins infirmiers, c'est un lycéen sur 10 qui fait un vœu dans ce domaine-là. C'est la plus demandée sur Parcoursup. La plus demandée sur Parcoursup. Et moi, ce que je perçois, c'est de la part des professionnels avec qui je discute, c'est que, évidemment, que les notes dans les domaines scientifiques les intéressent beaucoup. Et ça, vous le retrouverez sur la fiche de formation Parcoursup, qui vous donne ces éléments de critères. Mais vous retrouverez aussi la motivation, parce que ce sont des métiers du soin. Ce sont des métiers où on va s'accompagner des personnes malades. Donc, soit on est motivé pour ça et on est préparé pour ça et ça va bien se passer, soit on ne l'est pas du tout et c'est une découverte et on ne va pas aimer. Je crois que c'est ça qu'ils veulent percevoir aussi. C'est quelle est la capacité finalement du futur étudiant à appréhender dès maintenant quel est l'environnement dans lequel va s'inscrire cette formation. Et puis pour rassurer tout le monde, eh bien, cette année, on va faire une petite vidéo. Qu'est-ce que la formation en soins infirmiers? Parce qu'on a ressenti ce besoin que chaque lycéen puisse bien comprendre ce que c'est. Parce que c'est l'une des plus demandées. Alors on fait un petit récap juste avant de passer, à la fin. On a vu donc Parcoursup. C'est aujourd'hui le début des inscriptions. Donc, je vais voir les éléments dont on a parlé qui sont faciles, une adresse mail, son numéro INE qui est sur les bulletins scolaires et sur les convocations et les relevés de notes du bac. Faire des vœux, c'est important, mais ce n'est pas prioritaire pour le moment. Vous avez encore 2 mois pour les faire, donc prenez votre temps de bien comprendre. Le vœu, c'est une formation. Le sous-vœu, c'est les établissements qui proposent la formation, pour la faire courte. Et les dossiers des candidats comprennent donc en partie leur lettre de motivation qu'ils ont rendue eux-mêmes manuscrite, le CV qu'ils ont rempli, activité centre d'intérêt si c'est pertinent évidemment avec la formation qu'ils visent, et ça va contenir également les notes, les bulletins scolaires, les appréciations des professeurs d'une manière générale et l'avis du conseil de classe sur la formation qu'ils ont choisie. L'avis du proviseur.
C'est de l'avis du proviseur. C'est l'avis du proviseur, c'est personnel. Et je pense que c'est ça aussi qui est important pour les formations du supérieur. Alors, là aussi, peut-être si je peux dire une petite chose, parce que des fois j'entends ou je lis, oh, mais il y a un mystère sur cette fiche à venir. Non, il n'y a pas de mystère. Vous la découvrirez, vous pourrez la consulter entièrement. Alors, quand les dossiers seront envoyés au mois d'avril, ils vont être envoyés tous en même temps aux Qui formations. examine? Mais qu'est-ce qu'ils regardent? Qui examine d'une part, et puis qu'est-ce qui fait la différence? Alors, qui examine? Ce sont des enseignants dans les commissions d'examen des vœux. Je crois que c'est important de le dire, ça n'est pas un algorithme, ça n'est pas Parcoursup qui examine les dossiers. Mais même les licences qui reçoivent 7000 dossiers en même temps? Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'elles vont faire, c'est que évidemment, elles peuvent choisir. Alors, chaque licence est différente en disant qu'est-ce qui est important pour cette licence. Pour l'un, ça sera la note de français. Pour d'autres, ça sera des éléments du tronc commun. Pour d'autres, ça sera un élément de spécialité parce que c'est important, cet enseignement de spécialité, il traduit l'investissement de l'élève. Et en fait, à partir de l'ensemble des candidatures, elles vont faire des pondérations qui vont lui permettre d'établir un premier classement. Et puis, certaines formations vont dire, ben, moi, j'ajoute aussi l'élément de motivation. Donc, ils vont regarder, lire, enfin, je veux dire, comme vous et moi, le dossier, et puis apporter un élément de note qui va s'ajouter, être un nouveau. C'est ça concrètement comment ça se passe. Il y a toujours cet aspect quantitatif et puis un aspect qualitatif pour examiner les dossiers. On a évoqué des situations de reprise d'études, de candidats étrangers. Je me rappelle, je crois que je ne sais plus si c'était Lara ou Clara, tout à l'heure, elle est en Italie. Évidemment, elle a un diplôme qui ne répond pas exactement au canon du bulletin de notes qu'on a dans les lycées français. Donc évidemment, il va y avoir un traitement un petit peu à part de son dossier pour l'examiner, examiner peut-être parce qu'elle devra verser la photocopie de ses résultats scolaires, et ils seront examinés. Donc c'est ça la réalité du contenu des formations. Vous avez dit tout à l'heure, et moi c'est exactement l'écho que j'ai quand je travaille avec des classes préparatoires aux grandes écoles, très intéressés par les appréciations. Ces éléments, peut-être qu'ensuite ils vont mettre une note qui va permettre d'établir un classement, mais c'est d'abord de la lecture de ce dossier. Donc en fait, même si un algorithme, il est configuré par des vraies personnes selon leurs critères de la formation. Vraiment, je pense que c'est important à dire, et puis c'est essentiel, parce que l'enjeu de Parcoursup, c'est de remettre de l'humain. Je veux dire, on n'est pas là pour faire un tri, on n'est pas là pour faire une sélection à l'aveugle, il n'y a pas de tirage au sort, c'est bien une sélection par l'humain, et il faut avoir confiance dans les enseignants du supérieur. Pourquoi? Parce que s'ils font des classements, c'est par rapport aux étudiants qu'ils vont accueillir. Ils vont les accueillir pour les faire réussir. C'est ça l'enjeu. Je pense qu'il faut remettre aussi ces éléments. On ne demande pas à un algorithme de choisir les gens au hasard. Ça n'existe pas. Ça. Je crois qu'il faut vraiment rassurer les gens. Il n'y a pas d'ordinateur qui choisit tout seul de dire que ça c'est important et que ça n'est pas important. Et dernier élément que je peux aussi dire à chacun des lycéens qui nous écoutent, c'est que reportez-vous sur la fiche de formation Parcoursup. Vous verrez l'ensemble des critères qui sont utilisés par la formation. Nous leur avons demandé de remplir précisément. Et pour chacun des critères, il y a son poids relatif. Est-ce que c'est un critère essentiel, très important, secondaire? Voilà, ça vous donne une gradation aussi. Et vous pourrez voir. Là aussi, regardez, j'allais dire challenger, allez voir vous-même plusieurs types de formations, est-ce qu'ils ont pris les mêmes critères? Vous vous apercevrez souvent que non. Et y compris parfois à l'intérieur d'une même licence, parce que vous pouvez avoir des parcours différents. Et ces parcours-là vont nécessiter des compétences, des appétences particulières. Je crois qu'il faut ramener ces éléments-là aussi vraiment à l'objectif final, c'est faire réussir. Faire réussir et donc trouver les profils qui correspondent le mieux aux attendus de la formation. Les attendus, vous les avez, ils sont affichés sur Parcoursup. Et ensuite, les formations, c'est sur la base de ces éléments-là qu'elles vont examiner vos candidatures et qu'elles pourront classer. Parce que là aussi, c'est pas un classement pour faire une sélection, c'est simplement que s'il n'y a pas de classement, c'est le tirage au sort. C'est que ça veut dire qu'il n'y a pas de règle. Or, je crois que la première chose que nous vous devons, c'est une égalité de traitement entre tous les candidats, et donc, faire un classement qui permet de positionner chacun à la bonne place. Donc en fait, finalement, ce que vous dites par rapport aux pondérations, c'est une question qui ressort sur une note de spécialité. Les notes de spécialité ne sont pas fondamentalement plus importantes, c'est la formation qui décide si la note de spécialité est plus importante ou pas et qui l'indique dans sa fiche formation. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier, et je pense que les élèves ne l'oublient pas, mais parfois on peut perdre de vue peut-être ce qui est important. La question du niveau scolaire est très importante. Elle est fondamentale. C'est ça qui détermine quand même. Parce que moi, j'ai été jury de des formations. Et on voit bien qu'on peut être intéressé par des profils un peu atypiques. Et en fonction de ces profils atypiques,
ben, j'allais dire, si le niveau scolaire est très exigeant, enfin, il est très excellent, j'allais dire, ces candidats rentreront sans difficulté dans les formations. Mais vraiment, je crois que c'est important. Il y a les choix que font les formations. Ces choix sont affichés, ils vous donnent des indications, pour choisir au moment où vous faites des vœux. Ça vous donne une indication aussi, qu'est-ce qui est important pour cette formation. Alors juste, on va s'arrêter là, mais juste une toute dernière question. Est-ce qu'il y a des démarches qu'il faut activer dès maintenant sans attendre, par exemple des demandes de bourse? Alors, on a ouvert, le CNUS a ouvert à partir d'aujourd'hui, là aussi, des demandes de bourse. Nous vous mettons dans le dossier Parcoursup une indication en disant pensez aller aux bourses. Nous avons diffusé à l'ensemble des proviseurs vraiment des petits mémos de manière à ce qu'ils puissent évoquer dans les journées de présentation cette question des bourses. C'est très important là aussi. Jusqu'au 15 mai, des demandes de bourse vont pouvoir être faites. Et puis, c'est l'inscription sur Parcoursup, j'allais dire là dans les jours qui viennent, de manière ensuite à avoir le temps de regarder et de faire ses vœux tranquillement avant le 29. Sans se précipiter. Merci beaucoup Jérôme Teilhard d'être venu répondre à nos questions. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Pour ceux qui ont raté le début, vous pourrez le retrouver en replay bientôt sur YouTube. Et puis, on va se retrouver assez vite, hein, je vous l'ai dit, dans quelques jours bientôt, une vidéo spéciale sur les études de santé. Et puis, on se retrouvera alors avec Jérôme Teilhard ou avec quelqu'un d'autre du ministère pour voir la phase de réponse. Au mois de juin, on va voir comment répondre une fois que vous aurez les admissions. Mais dans un premier temps, formulez les vœux. Et surtout, comme on l'a dit, ne vous précipitez pas, prenez votre temps et ne stressez pas trop. Merci beaucoup, merci à tous et à bientôt. Merci à tous.